Si pendant 4 ou 5 décennies, l'État d'Israël avait comme une de ses priorités d'appartenir au monde démocratique à travers le monde, et justement de défendre cette illusion d'un État de la seule démocratie au Moyen-Orient, il se devait de défendre les valeurs elles-mêmes défendues par ce qu'on a appelé le monde démocratique. C'est fini. On ne s'identifie plus dans le discours politique israélien aux démocraties, on s'identifie à la guerre contre le terrorisme. Pour comprendre la nouvelle politique israélienne, quand je dis nouvelle, je parle des 2 dernières décennies, il faut revenir un tout petit peu en arrière. L'émergence avec la crise et finalement la chute de l'Union soviétique, l'émergence d'un nouveau courant politique qui arrive au pouvoir aux États-Unis, puis en Israël, sous le label des néoconservateurs. J'ai l'habitude de dire qu'en France, en Europe, on n'a pas suffisamment réfléchi, à part en Allemagne, sur le phénomène des néoconservateurs. C'est une véritable révolution, ou si on veut, une contre-révolution. C'est toute une pensée politique, c'est toute une stratégie politique. Donc, comme par hasard, un des fondateurs, un des stratèges, dès les années 80, s'appelle Binyamin Netanyahou, dans le chapitre de sa vie où il était américain. Netanyahou est au moins autant américain qu'israélien, plus américain qu'israélien, et il a grandi, il s'est formé aux États-Unis. Et dans les années 80, il est parmi les initiateurs des groupes de réflexion, les think tanks néoconservateurs. Et il met en avant l'idée qu'un nouvel ordre est possible et nécessaire, que la période post-Deuxième Guerre mondiale est finie. Elle était marquée par le bipolarisme, par la tension, la concurrence, voire parfois l'état de guerre latente entre l'Est et l'Ouest, entre le monde communiste et ce qu'on appelait à l'époque le monde libre, que cette période était finie et qu'on pouvait faire tomber les masques et que le XXIe siècle serait the New American Century, serait le siècle de l'Empire, que les États-Unis et leur petit toutou Israël pourraient revendiquer une hégémonie globale. On l'a appelé l'Empire. C'était une stratégie réfléchie. Mais pour ce faire, il fallait reconquérir ce qui avait été perdu, ce qui avait été délaissé dans les 4 décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Ce qui avait été décolonisé dans le tiers-monde. Ce qui avait été acquis dans des pays comme la Belgique, l'Italie, la France, une longue série d'acquis sociaux. Ce qui avait été acquis au niveau global en termes de droit, la notion même de droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme, les conventions de Genève, et ensuite des centaines et des centaines de résolutions des Nations Unies, d'autres instances internationales qui ont reconnu des droits. Les droits des peuples, les droits des femmes, les droits des minorités linguistiques, etc., etc. Alors, certains diront, oui, des droits, mais c'est sur le papier. Gagner des droits sur le papier, c'est déjà un pas en avant. C'est reconnaître faire reconnaître ce à quoi j'ai droit. Ensuite, il faut se battre pour être sûr de voir ces droits mis en œuvre. La
contre-réforme néoconservatrice vise à ramener en arrière. Vous l'avez vu dans vos pays, la Belgique est peut-être pas le pire. Comme on attend pendant les dernières décennies, on veut reprendre, que ce soit la sécurité sociale, les retraites, mais même au niveau des droits plus symboliques. On peut se permettre aujourd'hui de parler des femmes dans les médias comme on n'aurait pas osé il y a encore 20 ans, dans des programmes soi-disant humoristiques. On peut exprimer le racisme. Comme dans le passé, on ne pouvait pas se le permettre. C'est pas que peut-être que les gens étaient moins racistes qu'aujourd'hui. Je pense au contraire que le racisme est en déclin comme phénomène de masse. Mais en termes de légitimité dans le discours public, on est en régression. Cela fait partie de cette contre-réforme. Mais pour mettre en place cette contre-réforme au niveau global, il fallait une stratégie de recolonisation du monde. Concept qui vient de Benjamin Netanyahou lui-même. Recolonisation du monde. Non seulement il faut reprendre ce qui a été conquis par les peuples au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Et cette recolonisation visait à asseoir l'empire, cette hégémonie globale américaine face à l'absence de puissance alternative. On n'en est plus là, j'y reviendrai tout de suite, et c'est peut-être le grand problème de Benjamin Netanyahou, il a un retard de 20 ans. Mais il y a 20 ans ou il y a 30 ans, ces néoconservateurs ont réfléchi là-dessus et ont mis en œuvre une politique de recolonisation, de reconquête, à la fois au niveau domestique, j'ai parlé de la destruction, la volonté de détruire les acquis sociaux, mais surtout au niveau global international, par ce que les néoconservateurs ont eux-mêmes appelé la guerre globale, préventive et permanente. Cette guerre a été menée partout dans la planète, mais plus particulièrement le Moyen-Orient en a été la ligne de front et aussi le test. La construction du mur, par exemple, ce mur est hautement symbolique, parce qu'il n'était pas simplement un mur qui enferme les Palestiniens et qui sépare les Palestiniens des Israéliens et des territoires qu'ils ont annexés de fait. Le mur est un mur global. Il coupe le monde en deux. Alors on avait autrefois le rideau de fer, on a aujourd'hui le mur. Et si vous regardez notre mur, à nous, en Palestine, à gauche du mur, à l'ouest du mur, il y a Israël, l'Europe, les pays d'Amérique du Nord, bref, le monde civilisé, celui qu'on appelle le monde de la civilisation judéo-chrétienne, je dirais 2 mots là-dessus. De l'autre côté du mur, à côté de la ville de Calquilier, commence la Palestine, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, les sauvages, les barbares. Dans le discours néoconservateur, il y a eu très rapidement, en quelques années, un glissement symbolique. D'ailleurs, je suis prêt à faire un pari avec quiconque se trouve ici. Trouvez-moi un discours, y compris un discours lors d'un mariage de son neveu ou je ne sais quoi, où Benjamin Netanyahou n'utilisera pas le mot terrorisme. Il a inventé ce mot, enfin il existait avant dans le dictionnaire, mais comme concept politique, c'est une invention des néoconservateurs, milieu des années 80. On a parlé du terrorisme international, et par glissement sémantique, on est passé au terrorisme islamique, pour finalement arriver à l'islam comme menace existentielle, comme menace civilisationnelle. Alors j'ai dit que je dirais 2 mots sur civilisation judéo-chrétienne, c'est un des concepts qui me rend malade et foudrage.
Parce qu'une chose que j'avais appris chez ma extraordinaire professeure de littérature à l'école, à Strasbourg, c'est que quand on met un trait d'union, c'est toujours pour exclure un autre. Mais ça, c'est une première chose. Judéo-chrétien, ça veut dire c'est nous, mais pas toi. Et regardez qui c'est l'autre. Devinez. Mais en plus, il y a derrière ça une terrible mystification. Terrible. Qu'est-ce que c'est que ce trait d'union entre judéo et chrétien au cours des 1500 dernières années? De quoi il est fait? D'harmonie? De coexistence pacifique? Il est fait de sang. Depuis avant les croisades, jusque tout récemment. Le nazisme, c'est pas il y a très longtemps. Ça, c'est l'essentiel des relations judéo-chrétiennes. Si on ouvre les livres d'histoire et on ne fait pas de la mystification, les relations judéo-chrétiennes, elles sont douloureuses, sanglantes. Tout au long de cette histoire. C'est un mensonge des néoconservateurs, et d'autres d'ailleurs, que de parler d'une civilisation judéo-chrétienne. À l'inverse, ce n'est pas notre sujet, parlons de la civilisation judéo-musulmane. Parlons de l'Andalousie. Parlons de ce qui a été le sommet de la culture et de la civilisation européenne médiévale pendant presque 1000 ans. Avec des hauts et des bas, évidemment, on ne va pas rêver, ce n'était pas le paradis sur terre. Mais un grand moment de la culture et de la civilisation. Elle était judéo-musulmane et elle a été cassée par la reconquête chrétienne. Alors, ce n'est pas pour faire des comptes avec l'Église, mais pour démystifier ce qui est le cadre de l'idéologie qu'on veut nous inculquer. Il y aurait eu une civilisation judéo-chrétienne depuis 2000 ans maintenant, et une menace qui serait l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'histoire réelle. C'était une parenthèse historique. Je reviens à la ligne, au mur. Il y a donc, ce mur représente, symbolise, matérialise, et dans ses aspects techniques, sert véritablement de laboratoire, les checkpoints, les systèmes de contrôle, qu'on exporte maintenant à travers le monde, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, qu'on exporte en particulier aussi, on l'oublie, au baron de la drogue colombien, dont tout le service de sécurité, le système de sécurité est organisé, formé et acheté en Israël. Ce mur a une signification. On m'a demandé de parler de la géopolitique du conflit. C'est précisément ce qui matérialise la nouvelle géographie du conflit. Mais pas seulement du conflit moyen-oriental, pas seulement du conflit en Palestine, pas seulement le conflit moyen-oriental, de ce conflit global dont Binyamin Netanyahou a été un des pères penseurs et stratèges. La bonne nouvelle, c'est que la guerre globale permanente et préventive a été très rapidement un échec. Que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, et dans une certaine mesure en Palestine, là je mets quand même un bémol, je dirais c'est plutôt un match nul. La reconquête, l'imposition de l'hégémonie américaine au niveau mondial n'a pas réussi. Grâce à la résistance des peuples, et c'est bien pour la raison pour laquelle Barack Obama a été élu pour remplacer George W. Bush. Barack Obama avait comme mandat de mettre fin à cette guerre qu'on ne pouvait pas gagner et qui coûtait extrêmement cher, non seulement en termes de victimes militaires américaines, plus cher que ce qu'ils pouvaient supporter, mais aussi en termes de tensions internationales, en termes financiers,
il fallait arrêter cette guerre. Et je pense que Barack Obama a pas mal réussi par un système de sous-traitance. Ne pas faire la guerre soi-même. Il fallait arriver à l'optimum, ce aurait été zéro casualties. Aucune victime du côté les Américains ne veulent pas payer. Ben pour ne pas payer, on met de l'argent et on fait faire la guerre par les autres. Et c'est un tournant qui a été entrepris, et je dirais avec un certain succès de la part des Américains, les désengagements directs, tout en continuant la guerre, mais par autre force interposée. La deuxième chose, ça a été de passer de l'unilatéralisme au multilatéralisme. Il n'y aura pas d'empire américain. C'est trop tard. Et dès lors, il s'agit de négocier avec les alliés, avec les puissances montantes, avec les puissances en total déclin, comme l'Europe, avec tous les partenaires possibles, négocier le nouvel ordre mondial. Non pas l'imposer par la force américaine, comme elle l'avait cru et voulu les néoconservateurs, mais le négocier. Et c'est la logique du discours du Caire de Barack Obama. Un discours qui appelle au dialogue avec le monde arabe et qui, anticipant ce qui allait se passer très rapidement, comprend on ne peut pas par la force maintenir éternellement cette hégémonie et l'hégémonie des régimes qui sont à la botte et sous le financement des Américains. Trois éléments caractérisent aujourd'hui le Moyen-Orient qui se construit devant nous. Le premier, je l'ai dit, c'est le déclin américain. C'est un moment extrêmement important. Les Américains seront de moins en moins, sont encore la première puissance militaire du monde, mais déjà économiquement, ils sont sur le point de ne plus l'être. Politiquement, ils ne le sont plus, et militairement, petit à petit, ils ne le seront plus. Le déclin américain dans la région est un premier élément. Le deuxième élément, c'est l'inverse de cette même médaille, c'est l'émergence d'autres puissances dans la région. Le Moyen-Orient a été pendant 3 décennies la chasse gardée des Américains, et Israël était le toutou du patron. Et bien maintenant, il y a plusieurs patrons. Les Russes sont revenus, après avoir été totalement marginalisés avec la chute de l'Union soviétique. Les Russes sont de nouveau une puissance régionale. Les Chinois sont là, à partir des pays du Golfe. Ils montent vers le nord. Puissance économique fortement présente, mais puissance économique appelle puissance politique et militaire. Des puissances régionales, la Turquie, l'Iran, évidemment, et même le Qatar, petit pays, mais qui mène une politique globale dans la région. Ce n'est donc plus une région où il y a un patron. Il y a une concurrence. L'Inde, l'Afrique du Sud, tout cela sont présents maintenant. Et ce sont des puissances internationales. Ça, c'est un autre phénomène à prendre en considération. Le troisième phénomène, mais celui-là, il faut le prendre dans le temps long, c'est la révolution ou les révolutions arabes. C'est un véritable... Ehud Barak l'a dit une fois, c'est rare, mais il lui arrive de dire des choses intelligentes, il a dit, c'est un véritable tsunami. Et je trouve qu'il a trouvé le mot exact. C'est une vague de fond. Une vague de fond qui commence à un certain moment et dont tu vois les effets beaucoup plus tard.
Il y a 2 ans, je crois, la radio israélienne m'interviewait et me disait, vous pouvez faire le bilan, c'était, je crois, 1 an ou 2 ans après les manifestations de la place Tahrir. Ils me disent, vous pouvez faire le bilan des révolutions arabes. J'ai éclaté de rire à la radio. Le bilan, mais ça n'a même pas commencé. On est au début. Et si Dieu me prête longue vie, à moi et à vous, j'ai dit à la journaliste, longue vie, téléphonez-moi dans 30 ans et je vous dirai peut-être un début de premier bilan où c'est qu'on en est. Il s'agit véritablement d'une révolution. Révolution, c'est pas le moment où on prend la Bastille, où on met le drapeau quelque part. La révolution, c'est un processus long qui change une réalité sociale et politique en quelque chose d'autre. Cette révolution a commencé. Et elle est dans l'ensemble du monde arabe, mais elle connaîtra des avancées. Et elle a déjà connu en 3 ans des avancées, des reculs, des périodes démocratiques, de dictature militaire. On a déjà tout connu en 3 ans, mais en 30 ans, on en connaîtra beaucoup plus. Mais c'est un autre monde arabe qui se constitue, avec comme grand changement, un grand changement majeur et un petit changement. Le grand changement, c'est l'émergence des peuples comme sujet. Des peuples qui étaient absents, dans la plupart, en tous les cas dans les pays de l'Orient arabe, du Mashrek, ont été quasiment absents de la vie politique, sauf les Palestiniens, d'où l'importance et la centralité et le symbole qu'ont représenté les Palestiniens, mais j'y reviendrai tout de suite. D'une façon générale, la politique, regardez les titres des 40-50 dernières années, coup d'État ici, coup d'État là-bas, changement de régime, mais les peuples jouent très peu de place. Or, cette fois-ci, ils sont au cœur de ce qui se passe. L'émergence des peuples. Et le deuxième changement, secondaire peut-être au regard de l'histoire, mais super sympa pour moi en tant que militant israélien, c'est qu'Israël était totalement absent et incapable de peser un gramme sur le cours des choses. Je l'ai raconté à plusieurs occasions, mais je le raconterai encore, peut-être certains m'ont entendu. Pendant les premières grandes, immenses et magnifiques mobilisations sur la place Tahrir au Caire, j'écoute le matin un reportage de la radio israélienne, il y avait le correspondant au Caire de la radio israélienne, un journaliste assez moyen, et qui raconte ce qu'il voit. Il décrit, il fait son travail de journaliste, il décrit les jeunes, les moins jeunes, les femmes couvertes, les femmes pas couvertes, il décrit comment les Coptes protègent la prière des musulmans et comment les musulmans protègent la prière des Coptes. Il est ébahi aussi par ses propres, tout le temps il balaye, je me souviens, ébahi par... mais surtout par la vitalité. On sent à travers ce qu'il dit, il est vraiment fasciné par cette force, cette vitalité d'un immense mouvement populaire dans la rue. Et on l'entend dans sa voix. Le résultat, c'est qu'il énerve le rédacteur à l'autre bout du téléphone. Le rédacteur à Tel Aviv dit « Bon, ça va, on a compris. Mais qu'est-ce qu'ils disent de nous ?» Alors on a 2-3 secondes de silence, et il dit « Rien ». Et la réaction du rédacteur, c'est ça qui est intéressant, c'est « Quoi, rien ?» Eh ben oui, rien. Rien. On n'est pas au cœur de ce qui se fait, et il se passe une véritable révolution, et Moubarak est en train de tomber, et il est tombé finalement, et nous ne sommes pas capables d'influencer. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort, et ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau dans la place d'Israël dans la région. Et les Américains ont d'ailleurs mis en garde Israël. Ne vous mêlez pas. On n'est pas dans les années 50, 60, 70 ou même 80. Si vous vous mêlez, ça peut être que pire. Et Israël a dû voir les révolutions et voir ses alliés, Ben Ali, Hosni Moubarak, se casser la figure, tomber, sans pouvoir bouger le petit doigt. Ça, c'est extrêmement important. Alors, j'ai parlé de ce qu'il y avait d'emblématique et
de signification mondiale, globale, dans le mur. Je dirais que la résistance palestinienne aussi a une place absolument particulière et emblématique dans le monde. Je ne parlerai pas du vestimentaire, comment la kafia est devenue l'habit de tous les jeunes à travers tous les continents. Le signe, on le met sans même savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi. Ça, c'est un petit symbole, mais qui fait chaud au cœur. C'est que la Palestine est au cœur de l'information. Depuis maintenant 25 ans, ou plus, au cœur de l'information, au cœur de l'attention internationale, au cœur de l'attention des opinions publiques, mais aussi au cœur de l'attention de la communauté internationale. Et quand on y réfléchit, et c'est ce que disent certains dirigeants israéliens, en particulier Benjamin Netanyahou et Naftali Bennett, celui qui risque d'être encore pire que Netanyahou, si c'est possible, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Il y a des problèmes gigantesques dans le monde, des problèmes de faim ou des tragédies où des centaines de milliers de personnes meurent. Il y a des guerres qui se poursuivent, 4-5 millions de personnes qui sont mortes au Congo. Et tout le monde, et on est tout le temps focalisé, et regardez les journaux, et regardez la télé, on parle de la Palestine. Il n'y a qu'une réponse possible. Le monde est antisémite. C'est ça la réponse. Ils parlent que de nous. Ben, bien sûr, ils sont antisémites. Bon, ceux qui veulent y croire, c'est leur problème. Je crois que ce qu'il y a dans ce qui fait de la Palestine, d'abord l'intérêt porté au conflit en Palestine, mais aussi cette solidarité que la Palestine provoque partout à travers le monde, partout dans les pays du Sud comme dans les pays du Nord. Et je dirais à gauche, comme souvent dans les partis de droite aussi. Regardez le gaullisme. C'est que quelque part, j'ai dit le mur est emblématique du mur global et de la reconquête, de la recolonisation globale. Eh bien, la Palestine est emblématique de la résistance globale. Elle est le drapeau de la résistance. Comme quelqu'un qui voyage beaucoup hors d'Israël et qui participait souvent par hasard, parce que je me trouvais là, dans de nombreuses manifestations, y compris syndicales, sur l'emploi, sur les réformes ou les contre-réformes sociales. Une chose que j'ai remarquée, dans toutes les... je dirais dans les 4 coins de la planète. Bon, je l'ai vu en Amérique latine, je l'ai vu en Europe, je l'ai vu au Canada. On retrouvera toujours des drapeaux palestiniens, peu importe si la manif n'a rien à voir avec la Palestine. Et je me souviens que c'était comme ça avec le Vietnam, je suis assez vieux pour me souvenir. On allait à sa manif, peu importe quel était le sujet, ça pouvait avoir rien à voir avec le Vietnam, mais on avait son drapeau vietnamien. On exprimait sa solidarité. Eh bien aujourd'hui, le drapeau palestinien, quelque part, a remplacé la place qu'avait le drapeau vietnamien dans les années 60. Le problème numéro 1 du gouvernement israélien, c'est qu'il n'a pas su changer de logiciel. Il est encore, à l'époque, non seulement à l'époque, encore dans la stratégie néoconservatrice de George W. Bush, et attend qu'on y revienne le plus vite possible. Et si on veut comprendre le scandale qui se déroule ces jours-là, et dont l'apogée sera dans quelques jours à Washington, d'un Premier ministre israélien qui se fait inviter par le Congrès, à parler devant le Congrès, sans en informer la Maison-Blanche, sans dire un mot au président, chose unique dans l'histoire moderne, dans l'histoire. Eh bien, il faut revenir à ce qu'est le néoconservatisme. Pour Benjamin Netanyahou, lors de son premier mandat, comme lors du deuxième mandat, Barack Obama
est une erreur de casting. C'est pas un vrai Américain. Il y a eu quelque chose qui a déconné, il y a quelque chose qui n'a pas marché, et on a élu un nègre, qui s'appelle en plus Barack Hussein Obama, et qui ne comprend rien à la politique. Si la dernière fois qu'il est venu au Congrès, il a été encore à la limite de la politesse en disant « Vous avez un président super chouette, mais il est un peu bête lorsqu'il s'agit du Moyen-Orient », c'est à peu près ce qu'il a dit, il ne comprend pas très bien les problèmes de notre région. Là, il vient attaquer. On monte d'un cran. Et il vient en confrontation avec l'administration américaine. Ça, on va le payer. Non seulement aucun, y compris les plus fanatiques supporters d'Israël, aucun élu démocrate n'accepte ça. On crache à la figure de... Mais aucun élu, ou la grande majorité, les élus républicains n'acceptent pas ça. Sauf les fous furieux qui invitent les gens de genre Tea Party, etc. C'est pas comme ça qu'on traite. Il y a quand même un patriotisme, une fierté nationale. On crache pas à la gueule de notre président, même si j'ai voté contre lui. Avoir l'audace de venir aux États-Unis sans même informer le président en disant « Toi, je te calcule pas, t'es une erreur de casting », ça va se payer cher. Et effectivement, si l'alliance stratégique entre Israël et les États-Unis est là, elle est encore là pour durer, elle va mal. Et de plus en plus, on entend des généraux à la retraite, des anciens secrétaires d'État à la retraite, pas ceux qui sont en place, ils ne peuvent pas se le permettre, mais ceux qui sont à la retraite. Et surtout des diplomates à la retraite, on commence à se poser la question, est-ce qu'à terme, l'alliance stratégique avec Israël ne deviendra pas un boulet? Et qu'on se met à dos les États arabes, les États musulmans, tout ça pour soutenir l'État d'Israël? Est-ce que l'État d'Israël est capable aujourd'hui, est-ce qu'il sera capable demain, comme on dit en américain, to deliver, de donner l'équivalent du chèque des 3,5 milliards de dollars que chaque année Israël reçoit en aide militaire des États-Unis? Est-ce que le monde tel qu'il se dessine aujourd'hui laisse encore à Israël cette place qui justifie non seulement 3,5 milliards de dollars, mais aussi le bouclier diplomatique, les vétos permanents au Conseil de sécurité dont jouit Israël de la part des États-Unis? Ça, c'est une question qu'on commence à se poser, y compris en Israël. Qui? Pas Benjamin Netanyahou. Qui? Très peu de gens dans la classe politique. Par contre, dans la caste militaire, sécuritaire, on se pose ces questions et on le dit publiquement. On le dit par le biais des retraités, anciens chefs du Shin Bet, anciens général en chef, anciens chefs de la marine. Tout d'un coup, on entend des voix qui disent « on ne peut pas continuer comme ça ». En ce sens-là, Israël est un pays très particulier, unique, peut-être. Non, peut-être pas. En tous les cas, un des rares pays où ceux qui pensent, ce sont les militaires et pas les politiques. En général, on sait que quand on a un casque sur la tête, on perd un peu son intelligence. Ben nous, c'est différent. Si on veut entendre des choses sensées, si on veut entendre des analyses rationnelles, des analyses qui s'appuient sur des réalités et sur des dynamiques politiques, il faut écouter les anciens militaires, les différents services de renseignement. Et c'est passionnant. Je dis les anciens parce que lorsqu'ils sont en place, ils ferment leur bouche. Et je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu d'aller voir The Gatekeepers, ce film sur les patrons des différents services de renseignement, ces interviews qui sont passionnants. Ils disent des choses, on croit, ils sont tous des gauchistes. Ils disent ce que l'extrême gauche antisioniste disait pendant des années, mais ils le disent une fois qu'ils sont à la retraite. Et ils dénoncent non seulement la petite politique israélienne, mais ils dénoncent même les grands choix stratégiques en disant on est complètement à côté de la plaque. On va droit dans le mur avec cette politique. Il faut prendre en considération les révolutions arabes.
Il faut prendre en considération le déclin américain. Il faut comprendre qu'on est au Moyen-Orient et qu'on ne pourra pas tout le temps lui tourner le dos ou être un bastion de l'Europe ou de l'Occident au sein du Moyen-Orient. Ça, ce ne sont pas les politiques qui le disent, mais l'appareil sécuritaire ou une partie de l'appareil sécuritaire qui est aujourd'hui le dernier carré de réflexion dans l'élite israélienne. Mon dernier point, évidemment, concerne l'actualité, les élections. Dans quelques semaines, on va voter. Et je vous dis tout de suite, j'aimerais bien me tromper, on se retrouvera le lendemain des élections exactement là où on était la veille. Même si, et moi je ne suis pas de ceux qui y croient, enfin les sondages sont encore un peu flous là-dessus, même si le bloc qu'on appelle centre-droit, centre-gauche, qui est beaucoup plus centre que gauche, et c'est la droite du centre, si on veut, mais enfin c'est le centre-gauche, le bloc du Parti travailliste avec Tzipi Livni, même s'il parvenait à avoir plus de voix que le Likoud, il n'a absolument pas les moyens de faire une coalition majoritaire. La droite est majoritaire. Le Likoud peut peut-être perdre au détriment des travaillistes. Mais si on prend le Likoud et les autres formations de droite, quel que soit le résultat des élections, ils resteront majoritaires. Et c'est bien la raison pour laquelle le chef du Parti travailliste, Yitzhak Herzog, annonce dès à présent, de toute façon, on fera un gouvernement d'union nationale. Alors pourquoi on va aller voter pour lui si c'est pour revenir à un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire un gouvernement du Likoud et de la droite, où là, le centre-gauche sera minoritaire. C'est se moquer du monde. Et donc ces élections, vraiment, il ne faut absolument rien en attendre. J'aimerais bien me tromper, mais je ne crois pas. Avec cependant une très bonne nouvelle, qui ne changera pas grand-chose à la politique israélienne, mais qui changera énormément, et là je reviens à ce que tu avais mentionné au départ, à l'atmosphère israélienne. Nous vivons sous une chape de plomb raciste où tout se lâche et qui a provoqué un repli sur soi de la minorité palestinienne d'Israël. Il y a en Israël 20% de Palestiniens qui sont citoyens israéliens, qui votent, minorité discriminée, une minorité opprimée, mais qui a une représentation parlementaire, qui vote et qui a des élus. Dans ces élections, à cause d'un amendement stupide d'un des ministres d'extrême droite, le ministre des Affaires étrangères Lieberman, qui a décidé de lever le minimum pour avoir des élus, en espérant que comme ça les partis arabes allaient disparaître, et d'autres d'ailleurs, pas seulement les partis arabes, a obtenu exactement le contraire de ce qu'il voulait, il les a obligés à s'unir. Ce qui veut dire d'abord la garantie d'avoir des élus, ensuite des chances plus que vraisemblables d'avoir pas mal d'élus, davantage de ce qu'ils avaient avant. On est à espérer 14, il y en a 10 pour l'instant, on espère 14, peut-être 15, dans un parlement de 120. Et ensuite et surtout, de créer une dynamique unitaire. Pour la première fois, la population arabe et les quelques centaines ou milliers d'Israéliens qui soutiennent sans réserve les droits des Palestiniens en Israël et à l'extérieur, gens comme nous, ont une adresse politique. C'est ou eux ou nous. C'est pas est-ce que je vais voter communiste, est-ce que je vais voter islamiste, est-ce que je vais voter nationaliste de droite, est-ce que je vais voter nationaliste de gauche. C'est bien simple. Arabe vote arabe. Mais d'ailleurs, quand je dis arabe vote arabe, ça ne veut pas dire que sur ces listes, il n'y a pas de juifs, puisque j'ai des chances
si on fait un très bon score, de voir ma femme élue au Parlement. Ma femme est juive. Élue au Parlement, mais là, il faut qu'on ait 20 députés, c'est pas mal quand même. Moi-même, je suis aussi sur la liste, bon, en queue de liste, là, chez les notables qu'on met à la fin. Chez les has-been, chez les vieux. Mais enfin, il y a une véritable... c'est une liste dans laquelle la population arabe peut se retrouver sans avoir à combattre l'autre. Ah non, moi je ne suis pas islamiste, je suis ceci, je ne suis pas communiste. Vous savez quoi, je reste à la maison. Et notre objectif numéro un, dans cette campagne, au sein de la population arabe, notre objectif en tant que militant israélien, c'est d'obtenir le maximum, même si ce n'est que symbolique, le maximum d'électeurs, de voix au sein de la population juive. C'est pas indifférent si on passe de 300 à Tel Aviv, de 600 à Tel Aviv à 2000, même si c'est encore marginal. Mais ça, c'est notre objectif à nous comme militants juifs qui soutenons la liste arabe. Ce qui est important, c'est de convaincre les 50% de l'électorat arabe qui, depuis des années et des années, ne va plus voter. Ça ne changera rien, de toute façon, à quoi ça sert? Et maintenant, c'est dire oui, ça change. Non pas qu'on va être au pouvoir, non pas même qu'on va être partie prenante du pouvoir, ça c'est fini, ça a été possible une fois avec Yitzhak Rabin, d'intégrer, pas au gouvernement, il ne faut pas rêver, mais d'intégrer dans le dialogue gouvernemental les partis qui représentaient la population arabe avec la droite, c'est hors de question, mais d'avoir une véritable représentation sur la base d'une véritable mobilisation qui se fait dans cette campagne électorale, ou du moins c'est ce que nous essayons de faire. De remettre la population palestinienne, 20% des Israéliens, sur ses jambes, après avoir été renvoyés quelque part chez eux, pour ceux qui s'en souviennent, dans ces sinistres journées d'octobre 2000, où il y a eu un véritable massacre commis par le gouvernement d'Ehud Barak contre la population palestinienne, et qui l'a terrorisé pendant, je dirais, une bonne décennie. Voilà, ça c'est notre enjeu pour ces élections. Créer cette dynamique pendant la campagne électorale et surtout après la campagne électorale qui permettrait de créer une opposition. Et en Israël, il n'y aura jamais d'opposition radicale, d'opposition au régime, qui ne s'appuie pas avant tout et d'abord sur la mobilisation de la population palestinienne d'Israël. Je dis, ça c'est notre enjeu, et votre enjeu, ceux qui m'ont entendu déjà, il y en a pas mal dans cette salle, diront que je me répète, mais ça c'est un engagement avec moi-même. Votre enjeu, ça se décline en 3 lettres, B, D et S. Nous célébrons cette année 10 ans de l'appel par les organisations, les mouvements, les organisations, les syndicats, les partis politiques palestiniens, l'appel au monde, l'appel à vous, l'appel aux institutions et aux sociétés européennes et internationales de prendre l'offensive, de ne plus se contenter, comme l'ont fait à juste titre pendant longtemps les mouvements de solidarité et la gauche, d'informer sur la Palestine, de dénoncer les crimes du régime colonial israélien et de l'occupation coloniale. Ça c'est important, il faut continuer à le faire. Mais là, avec BDS, on est rentré dans une phase d'offensive, où on fait les choses, où on veut faire mal. On ne veut pas simplement dire « regardez, on bafoue nos droits », mais de faire payer. Et dans les 10 ans qui viennent de se passer, on a avancé beaucoup plus que ce que moi, personnellement, en tous les cas, j'osais espérer. La campagne BDS a déjà des acquis, des réussites, un écho, y compris en Israël, que si on m'avait dit il y a 10 ans, c'est là qu'on en serait dans 10 ans, j'ai dit, tu rêves. Dans 20 ans peut-être, 25 ans. On est passé d'une protestation militante, d'initiatives menées par la BP, par des organisations militantes finalement, à que ce soit devant un supermarché contre les avocats Carmel ou
ou dans les facs contre un projet de partenariat avec une faculté israélienne, etc., etc., on est passé à une autre phase, où la Compagnie des eaux, pour donner un exemple, la Compagnie des eaux hollandaise, pas un pays hostile à Israël, loin de là, a rompu son contrat avec la Compagnie des eaux israélienne, invoquant le BDS, invoquant le refus de participer à la colonisation parce que la Compagnie des eaux israélienne, évidemment, est impliquée dans le vol des ressources d'eau des Palestiniens. On en est à des moments où des banques désinvestissent. On en est à des moments où de plus en plus d'églises avec beaucoup d'influence, pas ceux qui soutiennent les évangélistes qui sont plus Netanyahou que Netanyahou, plus radicaux sionistes que les plus radicaux des sionistes, mais de nombreuses églises protestantes aux États-Unis qui ont une force, ils avaient investi dans des projets israéliens, désinvestissent aujourd'hui. Évidemment, dans BDS, ce qui est le plus important, c'est S. S, les sanctions, c'est-à-dire c'est des mesures prises par les États, par la communauté européenne, par les Nations Unies, par l'UNESCO, des sanctions. Sanctions politiques, sanctions économiques, sanctions culturelles, comme cela a été le cas avec l'Afrique du Sud. On n'en est pas encore là, même si ici et là, il y a des petites, y compris des déclarations, des menaces. On n'en est pas encore même à la suspension de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne, dans lequel Israël continue à avoir son statut. Alors, ces derniers temps, il ne s'est pas amélioré parce que vraiment on se conduit trop mal, mais on n'en est pas encore à suspendre l'accord d'association. Ça, c'est aussi dans le cadre des sanctions, ce sur quoi il faut continuer à se battre. Et c'est parce que les sanctions se laissent attendre qu'on passe à BD, boycott et des investissements. C'est donc l'initiative de la société civile, des entreprises, des syndicats et des collectifs citoyens de faire passer un message international. Israël ne respecte pas le droit, Israël doit être sanctionné, Israël ne fait pas partie de la communauté des pays respectables. Oui, faire passer un message de non-respectabilité. J'ajouterai, je termine là-dessus, dans le cadre, alors on peut ajouter BDS et J, ou on peut le mettre dans S, l'urgence de renforcer les campagnes et les pressions et les initiatives au niveau juridique pour traduire les dirigeants israéliens politiques et militaires devant des cours de justice, qui rendent des comptes pour les crimes de guerre commis à Gaza, c'est tout frais, mais pas seulement. Et en ce sens-là, l'importance du tribunal Russell, qui est là non pas pour juger, parce que le tribunal Russell ne peut pas juger les criminels de guerre, c'est un tribunal symbolique, mais il est symbolique non seulement parce qu'il fait travailler des juristes et des personnalités sur les responsabilités du régime israélien et de certaines personnalités israéliennes dans des crimes de guerre, des crimes d'apartheid. Il est important parce qu'il dit ce qu'il faudrait faire. Nous existons comme tribunal Russell parce qu'il n'y a pas de cour pénale internationale pour l'instant pour juger les criminels, ceux qui sont soupçonnés, suspects d'avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Le tribunal Russell est là pour dire voilà ce qu'il faudrait faire, en attendant, nous le faisons au niveau du symbolique. Mais BDS reste, avec sa dimension, y compris de poursuivre les criminels de guerre israéliens, reste ce qui est de votre responsabilité, de joindre les efforts, chacun à son rythme. Et là, je suis très partisan d'une conception extrêmement diversifiée du BDS, pas du tout centralisée. Il n'y a pas un BDS cachère et un BDS pas cachère et pas suffisamment cachère.
chacun à son rythme. Il est clair qu'une confédération syndicale, comme la FTGB, on ne la bouge pas comme on bouge un collectif militant du Hainaut. C'est-à-dire c'est plus lent, ça a un rythme différent, ça a des capacités de radicalité différentes. Et je pense que tout cela se complète. Des initiatives militantes, des coups bien forts, bien montés, mais aussi faire bouger les grosses machines, pousser au moment où de grandes banques européennes désinvestissent leur argent. Ça va prendre du temps. Voilà, il faut se concentrer sur cette campagne en joignant à la fois ce que j'appelle des initiatives coup de poing, spectaculaires, voire parfois provocatrices, avec un travail lent et patient pour faire participer à ce qui est une stratégie. Ce n'est pas un coup, c'est une stratégie à très long terme pour obliger l'État d'Israël à venir sur le chemin du droit pour pouvoir justifier un jour de son impunité. Aujourd'hui, cette impunité est inacceptable. Je vous remercie.